Il existe des amours qui défient les empires et des silences plus puissants que la vengeance. Voici l'histoire d'un poète, d'une femme emprisonnée par le pouvoir et d'un dictateur qui, l'espace d'un instant, a hésité. Dans les couloirs du Kremlin et les ombres de la littérature russe, une rumeur a survécu au temps. On disait qu'un homme était tombé amoureux de l'épouse de Staline et qu'il n'en avait pas payé le prix d'une balle, mais celui de l'oubli. Mais avant de dévoiler le dénouement, laisse le spectateur sentir le poids de la question restée sans réponse. Comment Staline a-t-il réagi? Car comprendre la réaction du tyran, c'est comprendre jusqu'où le pouvoir supporte l'amour. Avant de poursuivre, une invitation. Si tu aimes les histoires interdites, les secrets ensevelis et les amours que le pouvoir a voulu effacer, abonne-toi à la chaîne et laisse ton like dès maintenant. Dans les semaines à venir, nous apporterons d'autres vérités que la peur a tenté de cacher. Et chacune d'elles commence exactement ainsi. Dans les archives de Moscou, un nom est barré à l'encre rouge. Osip Mandelstam, poète rêveur condamné. Un homme qui croyait que les mots pouvaient vaincre l'acier. Mais sa plus grande imprudence n'a pas été d'écrire contre le régime. Ce fut d'aimer ce que le régime protégeait le plus. Il a rencontré Nadejda Allilouyeva lors d'une réception littéraire. Jeune, brillante, mais avec le regard las de celle qui dort à côté de la peur. Staline, ce soir-là, ne s'est pas montré, mais ses yeux, dit-on, étaient partout. Et malgré cela, le poète a osé sourire. Entre vers et coupe, il a récité un poème sur la liberté. Les invités ont applaudi timidement, mais Nadejda n'a pas réussi à détourner le regard. Il y avait en lui quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. La vie. Les jours suivants ont apporté des rumeurs discrètes. Une lettre échangée, un livre envoyé, un billet laissé sans signature. Tout semblait innocent, jusqu'à ce qu'un nom commence à circuler dans les couloirs du Kremlin. Le poète. Et personne ne voulait être vu en train de parler de lui. Nadejda lisait en cachette, la nuit. Les mots de Mandelstam étaient comme des fenêtres ouvertes dans une chambre sans air. Elle soulignait des phrases au crayon, comme on marque des plaies. Et pour la première fois depuis des années, elle ressentait quelque chose qui ne venait pas de la peur, mais de l'espoir. Osip savait qu'il franchissait une ligne invisible. Mais l'amour, pour lui, a toujours été une forme d'élégant suicide. Il écrivait des vers comme on creuse sa propre tombe avec beauté. Dans l'un d'eux, il a écrit « Le pouvoir peut tuer le corps, mais il ne peut pas faire taire l'écho. » Les amis ont tenté de l'avertir. L'écrivain Boris Pasternak a dit un jour « Staline lit la poésie, et il se souvient de ceux qui le défient. » Mais Mandelstam n'a pas reculé. Il croyait que l'amour le protégerait, et ce fut sa plus grande illusion. Au Kremlin, les murs avaient des oreilles. Messages interceptés, regards remarqués, conversations consignées, même le parfum de Nadejda a commencé à être remarqué par les gardes. L'un des officiers a confié « Elle sent autre chose. Elle sent la liberté. » Peria, le redouté chef du NKVD, a été le premier à comprendre. Il a ordonné une surveillance discrète du poète. Aucun rapport ne parlait de romance, mais tous mentionnaient un rapprochement inacceptable. Et lorsque ces mots apparaissent dans un dossier soviétique, cela signifie que quelqu'un ne survivra pas longtemps. Malgré tout, Nadejda continuait de croiser Osip lors d'événements publics. Elle le saluait d'un simple signe de tête. Mais dans ses yeux, il y avait tout un dialogue. Ils conversaient sans parler, et leur silence était déjà beaucoup trop scandaleux. Au Bolchoï, les artistes se mirent à chuchoter en coulisses. Elle lit ses poèmes. Elle sourit quand elle le voit. Et dans une société où le rire était un risque politique, cela suffisait à allumer le bûcher. Mais il est une chose que le pouvoir ne comprend jamais. Plus il tente de contrôler le sentiment, plus le sentiment se transforme en résistance. Nadejda s'est mise à écrire, elle aussi. Pas des poèmes, mais des notes qui ne seraient jamais publiées. Elle y parlait d'un homme qui lui rappelait qu'elle était vivante, et d'un autre qui lui rappelait qu'elle était prisonnière. Elle a écrit « Je vis avec un dieu de fer, mais j'ai trouvé un homme fait d'âme. » Ces lignes ne virent jamais la lumière du jour. Pendant ce temps, Staline passait des nuits en réunions interminables. Il planifiait des purges, révisait des listes, signait des morts. Mais parfois, il s'arrêtait soudain, allumait une cigarette et restait silencieux. Personne n'osait demander pourquoi. C'était le genre de silence qui précédait le chaos. Un secrétaire a raconté, des années plus tard, l'avoir vu fixer une photo de son épouse. Il ne clignait pas des yeux, dit-il.
On aurait dit qu'il tentait de déchiffrer quelque chose qu'il ne pouvait pas lire. C'était peut-être la culpabilité, ou simplement le souvenir de ce qu'il n'avait pas su contrôler. Les rumeurs commencèrent à enfler. Certains disaient que Nadejda projetait de quitter Moscou. D'autres affirmaient qu'Osip lui avait écrit un poème d'adieu. Mais personne ne savait ce qui était vrai, parce que personne ne survivait assez longtemps pour confirmer. L'étau se resserrait. Les amis du poète se mirent à disparaître. Son épouse, Nadejda Mandelstam, le supplia de brûler ses papiers. Mais il répondit calmement « Un poème brûlé est une âme morte. » C'est à cette époque qu'il écrivit les vers les plus dangereux de l'histoire soviétique. Un poème où il décrivait Staline comme le montagnard du Kremlin, aux doigts épais comme des vers et aux mots lourds comme du plomb. La rumeur est parvenue aux mauvaises oreilles. Et quand Staline l'a su, il n'a rien dit. Rien, aucun décret, aucun cri, aucune exécution immédiate. Seulement le silence. Et pour ceux qui connaissaient Staline, ce silence était pire que la mort, car il signifiait qu'il décidait encore comment détruire. Nadejda, l'épouse, a appris l'existence du poème par des tiers. Elle est devenue pâle. Elle tremblait en lisant les vers, non pas parce que le poète insultait son mari, mais parce qu'entre les métaphores, il y avait autre chose, une confession d'amour. Dans le passage final, Osip a écrit « Elle vit aux côtés du pouvoir, mais elle appartient au cœur ». Nul ne savait à qui il faisait référence. Mais au Kremlin, tout le monde comprit, et le danger devint inévitable. Nadejda a tenté de cacher le livre, mais il était déjà trop tard. Les gardes avaient saisi des exemplaires, et des rapports commencèrent à circuler. L'un d'eux est parvenu jusqu'à Beria. Et Beria est allé jusqu'à Staline. Mais étrangement, Staline n'a pas réagi. Il a écouté la lecture du poème en silence. Il n'a pas interrompu, n'a regardé personne. Quand ce fut terminé, il a allumé une cigarette et a simplement dit « Intéressant ». Puis il a quitté la salle. Les officiers attendaient un ordre d'exécution immédiat, mais il ne vint jamais. Le poète était toujours vivant, et cela déconcerta même les subordonnés les plus loyaux, car le silence du dictateur avait quelque chose d'humain, et cela effrayait. À la maison, Nadejda vivait dans la panique. Elle dormait mal, pleurait en secret, brûlait des lettres, mais même la peur n'efface pas le souvenir d'un regard. Elle rêvait encore du poète. Et peut-être quelque part, écrivait-il encore pour elle. Staline s'est mis à la traiter avec froideur. Il ne criait pas, ne frappait pas, n'interdisait rien. Il l'ignorait simplement. Et cette indifférence était un châtiment plus cruel que n'importe quelle cellule. Car le silence est la torture de ceux qui ont une âme. Osip fut finalement arrêté en 1934. Non pour adultère. L'État ne reconnaissait pas les émotions, mais pour diffamation contre le camarade Staline. Au fond, tous connaissaient le véritable crime. Avoir aimé l'interdit. Pendant l'interrogatoire, on lui a demandé s'il connaissait l'épouse de Staline. Il a souri et a répondu « J'ai connu ce qu'elle cachait dans son regard ». La phrase n'est jamais entrée dans les registres officiels, mais elle s'est gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont entendue. Nadejda Alilouyeva a reçu la nouvelle de l'arrestation en silence. Puis elle s'est enfermée dans sa chambre et a pleuré des heures. Elle savait que rien ne pourrait le sauver. Et elle savait aussi que la faute n'était pas seulement celle du poème, c'était celle de l'amour. Quelques jours plus tard, on a vu Staline marcher seul dans les jardins du Kremlin. Des témoins ont dit qu'il parlait tout seul. D'autres ont juré avoir entendu le nom de Nadejda murmurer entre ses dents. Mais tous ceux qui ont raconté cette histoire sont morts trop tôt pour la confirmer. Et la légende a grandi. La tension à l'intérieur du palais est devenue insupportable. Personne ne regardait dans les yeux l'épouse du dirigeant. Elle était devenue le symbole de ce qui ne pouvait être dit. Et une nuit de novembre 1932, la tragédie est arrivée. Un coup de feu. Le son a résonné dans le palais. La garde a accouru, mais il était trop tard. Nadejda Alilouyeva était morte, le visage serein et une feuille de papier sous le corps. Le billet disait simplement « Ce n'est pas la révolution qui m'a tué, c'est le silence ». Staline est arrivé quelques minutes plus tard. Il n'a pas pleuré, n'a pas crié, n'a rien demandé. Il a seulement ordonné de fermer la pièce à clé. Le lendemain matin, tout le Kremlin feignait la normalité. Les journaux ont publié « Décès soudain par maladie ». Mais personne n'y a cru. Sa mort est devenue un tabou, et le nom du poète a été interdit à jamais.
Mandelstam fut envoyé dans un camp de travaux forcés. Il passa ses dernières années à écrire des vers dans sa tête, car le papier était considéré comme de la contrebande d'idées. Pourtant, un des gardes l'entendait murmurer chaque nuit. « Elle savait que je l'aimais. » Et tandis qu'il disparaissait dans la neige à Moscou, le dictateur le plus redouté du monde s'enfermait dans un silence absolu. Nul ne savait si c'était la culpabilité, la colère ou la peur, mais tous savaient que quelque chose en lui s'était brisé. Avec sa mort à elle et son exil à lui, le Kremlin devint une forteresse de secrets. Mais l'histoire ne mourut pas. Elle se répandit en chuchotements parmi les employés, les dactylos et les généraux. Tous savaient, et tous faisaient semblant de ne pas savoir. Une femme de chambre raconta des années plus tard avoir vu Staline debout devant un miroir. Il fixait son propre reflet, les yeux rouges. Il murmurait quelque chose comme « Elle n'a pas supporté ce que je suis ». Puis il a brisé le miroir d'un coup de poing. Depuis ce jour, il n'y eut plus de miroir dans ses appartements. Les officiers affectés au palais commencèrent à craindre les nuits. Ils disaient entendre Staline marcher dans les couloirs, s'arrêtant devant la chambre où Nadejda était morte. Personne n'osait ouvrir la porte. C'était le son du remords traînant ses chaînes. Pendant ce temps, l'épouse du poète, Nadejda Mandelstam, fuyait de ville en ville pour préserver les manuscrits de son mari. Elle savait que les vers d'Ossip étaient sa seule immortalité. Elle a caché les poèmes dans des murs creux et des casseroles vides, et s'est promis, il ne sera pas oublié. Seul en Sibérie, Mandelstam déclinait, mais il continuait de réciter des vers au vent. Les prisonniers disaient que, même en mourant, il parlait comme s'il aimait encore quelqu'un au loin. On l'appelait l'homme qui parle aux fantômes. Et peut-être leur parlait-il vraiment. Les années passèrent. La guerre vint, puis la victoire, puis la peur recommença. Staline vieillissait, mais ne parlait jamais de son épouse. Quiconque osait prononcer son nom était discrètement écarté. Le silence devint décret. Ceux qui avaient été témoins du triangle interdit furent effacés un à un. Secrétaires, médecins, artistes, tous mutés, retraités, disparus. C'était comme si le régime voulait tuer le souvenir, pas seulement les personnes. Mais le souvenir est une graine qui pousse même sous le béton. Et bientôt, de nouvelles rumeurs ont germé. Un dactylo du NKVD jura avoir vu une lettre signée des initiales. Oh. Monsieur, elle disait, pardon. L'amour n'était pas contre toi, mais contre ce que tu es devenu. La lettre aurait été interceptée et détruite, mais l'homme a raconté ce qu'il avait vu avant de disparaître. Et la rumeur renaquit plus forte. D'autres disaient que Staline gardait le carnet de son épouse, plein de notes et de vers raturés. Une fois, pendant une réunion, quelqu'un l'a vu feuilleter quelque chose sous la table. On aurait dit un journal. Mais quand il aperçut le regard curieux, il l'a refermé et a souri froidement. Avec le temps, l'histoire est devenue une ombre dans les élites soviétiques. Personne ne l'évoquait, mais tout le monde la connaissait. C'était le conte. Interdit. Le péché du poète, le tourment de l'épouse, le silence du Dieu. Et le plus intrigant, nul n'en connaissait la fin. Comment Staline avait-il vraiment réagi? Des décennies plus tard, dans les années 1950, un jeune historien obtint un accès partiel aux archives personnelles du chef. Parmi des papiers de guerre et des notes de discours, il y avait une chemise sans titre, fermée d'un ruban rouge. À l'intérieur, seulement une photo et un billet. La photo montrait Nadejda souriant. Le billet disait « Elle croyait en la beauté. Moi en l'ordre. Aucun de nous n'avait raison. » Signé Gissin. L'historien fut sous le choc. C'était le seul document connu où Staline avait écrit quelque chose de personnel, mais ce que le billet ne disait pas en disait. Davantage, il n'y avait ni haine, ni colère, ni orgueil. Il y avait de la culpabilité. Et dans la culpabilité, le germe d'humanité qu'il avait tenté d'ensevelir, le tyran, un instant, n'était qu'un homme, la découverte. Fut bien sûr censuré. L'historien fut muté, les documents saisis, et la chemise disparut de nouveau. Mais la rumeur s'échappa des archives comme une étincelle, et la flamme se ralluma. De jeunes poètes se mirent à écrire sur la femme que le tyran craignait d'aimer. Des artistes peignaient des toiles abstraites en rouge et gris. Le peuple murmurait que Staline avait été puni par quelque chose de plus grand que ses crimes, parce qu'il avait perdu l'amour. Et ne savait qu'en faire.
La légende gagnait en force. Pendant ce temps, dans les mémoires de la veuve de Mandelstam, un passage curieux apparaissait. Mon mari me disait « J'ai aimé 2 femmes, l'une qui partageait mon destin et l'autre qui n'a jamais pu partager le sien. Elle n'a jamais confirmé le nom de la seconde femme, mais les spécialistes savaient. Entre les lignes, l'histoire recommençait à respirer. L'amour qui ne pouvait exister est devenu littérature, et la littérature est devenue vengeance. Quand Staline est mort en 1953, les gardes ont trouvé quelque chose d'étrange sur son bureau, un petit carnet à couverture sombre. À l'intérieur, une seule phrase. Certains meurent pour avoir trop parlé, d'autres pour avoir aimé ce qu'ils ne devaient pas. Ceux qui ont vu le carnet ont reçu l'ordre d'oublier. Mais l'oubli, chez Staline, n'était jamais total. Il y avait toujours quelqu'un pour se souvenir de ce qui devait être effacé. Et le mythe du poète amoureux prit sa propre vie, une légende interdite née de la douleur. Les registres officiels n'ont jamais confirmé la romance. Mais à Moscou, les anciens disaient « Si ce n'était pas vrai, il aurait tué le poète le jour même. » Et comme le poète a vécu quelque temps, il ne resta que le doute et le silence. Un silence qui parlait plus que n'importe quel aveu, car le pouvoir absolu ne pleure pas. Mais parfois, il hésite. Et dans cette hésitation, naît l'ombre de l'humanité. L'empire de la peur tremblait, non par les armes, mais par les souvenirs. Des décennies plus tard, lorsque les archives furent ouvertes, des chercheurs trouvèrent des notes sur des interventions poétiques indécentes. Parmi elles, le nom de Mandelstam apparaissait avec une mention personnelle. Ne pas toucher, régler plus tard. Signature illisible, mais le trait était le sien. Régler plus tard. Et cela plus tard n'est jamais venu. Le poète est mort, la femme s'est suicidée, le dictateur s'est tu, et le temps, complice des lâches, a englouti les détails. Mais l'écho de l'histoire continue. Des artistes clandestins dans la Russie des années 1970 répétaient le vers perdu comme une prière. Je vis avec un dieu de fer, mais j'ai trouvé un homme fait d'âme. La phrase a survécu aux guerres, aux dictatures et à des décennies de censure, parce que nul ne peut emprisonner ce qui est déjà devenu mythe. Les descendants d'officiers soviétiques racontaient des versions différentes. Les uns disaient que Staline avait ordonné la mort du poète, puis s'était repenti. D'autres juraient qu'il l'avait épargné par souvenir de son épouse. Mais tous s'accordaient sur une chose. Ce silence était insupportable. Dans l'un des derniers témoignages d'un secrétaire du Kremlin, il affirma avoir vu Staline assis seul, écoutant un disque de musique classique dans le noir. Il pleurait en silence, dit-il, et personne n'osait entrer. On interrogea plus tard ce secrétaire, accusé d'inventer des histoires. Mais il a maintenu sa version jusqu'à sa mort. « J'ai vu l'homme derrière le mythe. » Ah, disait-il. Et il avait l'air fatigué. Fatigué de quoi? Peut-être de commander, peut-être de feindre, peut-être de se souvenir, mais surtout fatigué de se taire, car le silence pèse plus que le péché. Et Staline l'a porté jusqu'au bout. Ces dernières années, les historiens ont tenté de déchiffrer sa psychologie. Certains l'appellent monstre, d'autres victimes de sa propre paranoïa. Mais un consensus demeure. Il craignait la faiblesse. Et l'amour pour lui, c'était exactement cela, une faiblesse. C'est pourquoi il a réagi avec la seule arme qu'il connaissait, le silence. Le silence comme bouclier, le silence comme punition, le silence comme tombe. Aucun tribunal ne pouvait le juger. Mais l'écho des mots qu'il a voulu effacer l'accuse encore. Parce qu'au final, le silence parle aussi. Et le silence de Staline disait « Je ne peux pas pardonner, mais je ne peux pas oublier. » Et oh, c'était le son de l'âme tentant d'échapper au fer. C'était le résidu de l'homme caché derrière le mythe. Quand le monde apprit enfin la mort de Mandelstam, son épouse publia ses mémoires en secret. Le livre s'achevait par une dédicace. Pour elle qui a aimé l'impossible, et pour lui qui est mort pour avoir cru que l'amour était encore possible. La dédicace circula discrètement parmi les intellectuels. Et le mot « elle » raviva la curiosité. Qui était elle? Qui avait été l'amour impossible du poète? Les réponses, une fois encore, étaient enterrées dans la peur. Mais la peur vieillit et la vérité survit. Aujourd'hui, des chercheurs reconnaissent des traits de l'épouse de Staline dans plusieurs poèmes de Mandelstam. Des expressions, des métaphores, des gestes décrits. La coïncidence est trop parfaite pour être un hasard. L'amour interdit a laissé des traces d'encre.
Et si le régime a tenté d'effacer ces traces, le temps a fait l'inverse. Il les a transformées en cicatrices. Chaque vers survivant est une plaie qui ne cicatrise jamais. Et dans chaque plaie, un morceau de ce qui resta des trois. Le poète qui a aimé et est mort. La femme qui a rêvé et s'est suicidée. Le dictateur qui contrôlait tout, sauf son propre cœur. Trois destins croisés par un geste trop humain. Ressentir. Au final, la réponse à la question qui a tout commencé est simple et terrible. Comment Staline a-t-il réagi? Ni par la vengeance, ni par le pardon, mais par ce qu'il faisait le mieux, le silence. Un silence qui a traversé les générations, qui a étouffé des aveux, qui est devenu une part du mythe lui-même. Et c'est ce silence qui résonne encore aujourd'hui, chaque fois que l'on prononce son nom à elle. Si cette histoire est arrivée jusqu'à toi, c'est que le silence a perdu, les mots survivent, même lorsque le pouvoir tente de les effacer. Et l'amour, parfois, est le seul ennemi que la peur ne parvient pas à détruire. Si cette histoire t'a touché, laisse en commentaire ce que tu penses que Staline a réellement ressenti. Et si tu veux découvrir d'autres secrets que le temps a tenté d'enterrer, abonne-toi maintenant à la chaîne, car il est des vérités qui ne se révèlent que dans l'obscurité.